Je me rends à Mont-Laure, à la limite sud du département de l'Aveyron. La commune est située à proximité du rougier de Camarès. La terre ici est rouge car son sol est constitué d'argile riche en oxyde de fer, d'où le nom de rougier. Ces paysages offrent comme un air de Colorado américain ou un avant-goût de la planète Mars pour les plus téméraires. Mont-Laure et le rougier de Camarès sont situés en plein cœur du pays de Roquefort, sur lequel de nombreux agriculteurs élèvent des brebis de race Laconne pour le fameux fromage vieux de plus de 1000 ans. Gilles Bernat est l'un de ces éleveurs. Il travaille aux côtés de sa femme et emploie un salarié à temps plein. Ils élèvent 450 brebis laitières pour la coopérative La Pastourelle, ainsi que 200 brebis viande sur une surface agricole d'environ 200 hectares. La quasi-totalité de la nourriture donnée aux bêtes est produite directement sur la ferme. C'est l'une des exigences du cahier des charges de Roquefort. Je me rends chez Gilles alors qu'il conclut la période d'agnelage. Ces brebis viennent de mettre bas au cours du mois d'octobre pour assurer le renouvellement du troupeau. Un moment capital qui ne lui laisse que peu de répit. Et là, on entend beaucoup de bruit derrière nous. Vous venez de finir les agnelages, c'est ça? Voilà. Vous êtes en train de finir. On est donc à une période clé de notre campagne laitière. Nous avons eu la mise bas des brebis laitières derrière moi. Là. Les agneaux, ils ont un mois. On va les vendre la semaine prochaine. Et ils vont partir dans des... Alors, il y a une partie qui va partir dans des bergeries d'engraissement, où ils seront finis pour faire de l'agneau français. Donc ils vont aller chez d'autres éleveurs. Et l'autre partie des agneaux, c'est des femelles que je garde moi pour faire le renouvellement du troupeau. Voilà. Et donc à partir de mardi, on va commencer à traire 2 fois par jour, tous les jours, jusqu'à la fin juin. Normalement, en fonction de l'année, on fera au mieux, sachant que les brebis pour l'instant sont à l'intérieur tout le temps. Et à partir de la mi-février, on va commencer le pâturage. Alors au début un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe. Et au fur et à mesure, on augmente la durée dehors jusqu'à une période où tout ce qu'elle mange, elle le mange dehors. Voilà. Donc là, ce que vous m'expliquiez, vous êtes à une période capitale, c'est l'agnelage. C'est la période clé. Ouais. C'est là où tout se joue pour vous pour la suite. Et quand vous dites renouvellement, pour expliquer aux gens, c'est les anciennes brebis ou les plus âgées qui se tarissent pour les renouveler, c'est ça? En fait, on est sélectionneur et pour l'amélioration génétique et pour garder des mamelles bien conformées, une quantité de lait suffisante par brebis, une qualité de lait aussi qui soit optimum, il faut avoir une augmentation de la valeur génétique des bêtes. Et pour ce faire, il faut avoir un taux de renouvellement, c'est-à-dire un nombre de jeunes qui rentrent dans le troupeau suffisant pour avoir un troupeau assez jeune et en bonne forme. Donc on garde environ 25% de nouvelles, on enlève les 25% de bêtes vieilles, mauvaises, qui ont des mammites, il y a de la mortalité, il y a la vie d'un troupeau, donc c'est 25% qu'on enlève du troupeau d'adultes pour les remplacer par des jeunes qui sont juste là. Ça c'est celles qui vont être à la traite pour la première fois cette année. Elles vont mettre bas d'ici 15 jours et dans un mois on aura leurs agneaux et on les mettra à la traite. Elles ont 1 an. Voilà. Donc au bout d'1 an, ça fait des grandes filles et qui vont représenter une nouvelle génération qu'on va intégrer dans le troupeau. Vous avez prononcé un mot, moi quand j'en parle à des gens du grand public, c'est sélection génétique. Et des fois ils s'imaginent des choses OGM, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est la sélection génétique? La sélection génétique, c'est basé sur la règle de 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que 2 parents d'une valeur de 1, quand ils font des enfants, normalement la valeur génétique des enfants est supérieure à la valeur génétique de la somme des parents. Ça s'appelle l'effet hétérosis. En fait, ce principe-là, il est applicable aux animaux, aux végétaux. Et donc notre travail en tant que sélectionneur de la race Laconne au vin lait, de la race Laconne lait, c'est on vérifie que les agneaux
soient bien les agneaux de la brebis, parce que des fois il arrive qu'une brebis adopte les agneaux d'une autre, donc on vérifie ça. On les identifie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les agneaux ont 2 médailles, une puce avec leur numéro de naissance à gauche, et sur la médaille de droite, il y a le numéro de la mère, là, c'est 9236, celui qu'on voyait. Et donc comme ça, on a l'identification sur l'agneau, on a un fichier aussi sur l'ordinateur qui nous donne la généalogie de chaque bête. Avec, pour cet agneau, on sait le père qui a été, quel est son père. Et après, on vérifie la valeur génétique avec un contrôle laitier, c'est-à-dire que tous les mois, quand les brebis passent à la traite, on a un contrôle et on mesure la quantité de lait par brebis et on y affecte une note qui est en fait l'index, ça s'appelle, qui est la valeur génétique de la brebis. Et cet index-là, il est fonction de la quantité de lait, de la forme de la mamelle, de la conformation, ce qu'on appelle, et d'autres critères, en particulier de la qualité organoleptique, c'est-à-dire la valeur du lait en lui-même. Et ça donne chaque bête a sa note. Alors chaque bête de mon troupeau a sa note et elle est comparée à toutes les bêtes des sélectionneurs du rayon de Roquefort, de la Lacombe. Voilà. Donc on va commencer à être collecté le 15 là, novembre et notre paye elle est fonction de la quantité de lait mais surtout de la qualité du lait. Et en fait on a une grille de qualité où on a tous les jours un prélèvement sur le lait et en fonction de ce prélèvement là, s'il n'y a pas de problème, tout va bien. Si jamais il y a un développement de bactéries trop important, eh bien, il faut qu'on rectifie le tir, qu'on trouve la brebis, c'est souvent une brebis malade, donc on trouve la brebis malade, qu'on l'enlève du troupeau. L'objectif étant d'avoir, c'est un système de primes et de pénalités en fait. Plus le lait, meilleur est le lait, plus la prime est importante, plus le lait est mauvais, plus la pénalité est importante. C'est vraiment, puis on est dans le rayon de Roquefort, c'est un fromage au lait cru et entier. Donc il faut que la qualité sanitaire du lait soit vraiment irréprochable. Il y a le lait puisque le lait est analysé tous les jours. Et en plus de ces analyses quotidiennes, on a 4 analyses par mois, ce qu'on appelle des analyses de paiement, qui sont faites le même jour sur toutes les fermes du rayon. Et sur ces analyses-là, c'est celles qui font foi pour le paiement, comme son nom l'indique. Donc en tant qu'éleveur, vous n'êtes pas là juste à regarder, à les voir se reproduire, vous avez un vrai suivi et une vraie qualité, contrairement à ce que parfois on imagine. Quoi. C'est une attention de tous les jours. Il faut que les bêtes soient en bonne santé. Donc on a le premier travail, une des choses importantes, c'est que pour être en bonne santé, il faut bien s'alimenter, c'est comme nous. Donc on est un peu diététicien de nos brebis, on fait des plans d'alimentation. Et en fonction du besoin des bêtes, on adapte le plan d'alimentation avec plus ou moins d'énergie ou plus ou moins de protéines. Comme c'est le principe, c'est comme nous. Donc là, elles sont à une période où il leur faut produire beaucoup de lait, elles ont beaucoup de besoins, donc elles ont une alimentation très riche en ce moment. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut un milieu sain, c'est-à-dire qu'il faut une bergerie bien aérée, avec assez d'espace par animal, que les bêtes soient à l'aise. Il faut des aires paillées, bien paillées. Là, c'est une période, il y a beaucoup de monde dans la bergerie, donc on paille 2 fois par jour. Et ensuite, l'hygiène, c'est aussi l'eau, ou la santé des bêtes, c'est l'eau. C'est très important parce qu'elles boivent une brebis actuellement, là, à cette période-ci, chaque brebis boit 10 litres par jour. Donc multiplié par 400 brebis, il faut qu'il y ait de l'eau à proximité, en abondance, et de l'eau propre parce que c'est un des vecteurs les plus importants de pathogènes divers et variés. Et donc ensuite, c'est un suivi régulier des bêtes, à savoir les bêtes qui sont malades, les soigner, les boutons, il y a des pathogènes internes, des pathogènes externes. En fait, c'est une surveillance de tous les instants
Parce que pour faire du bon lait, il faut des animaux en bonne santé. Il n'y a pas de secret, ça ne va pas plus loin que ça. Sur ces 200 hectares, Gilles Bernat et sa femme produisent de l'alimentation destinée à nourrir leurs brebis, que ce soit pour le pâturage des animaux ou pour l'ensilage, c'est-à-dire la conservation d'un fourrage humide qui va ainsi fermenter pour rester simple. Du moins, c'est ainsi que les choses doivent se passer quand tout va bien. Cette année, la sécheresse a été extrêmement dure sur une grande partie de l'Aveyron. De nombreux agriculteurs, dont Gilles, n'ont pas pu sortir leurs brebis pour pâturer, et forcément, il a fallu piocher dans les stocks de la grange. Une inquiétude pour les années à venir avec les effets du changement climatique qui devraient s'accentuer. Donc nous sommes là dans une de nos parcelles qui vont servir au pâturage. Comme j'expliquais tout à l'heure... Allez, cette fois c'est la Allez, nous sommes là dans une de nos parcelles de la ferme. Je vous ai dit tout à l'heure que le Roquefort est une AOC. Une AOC, c'est appellation d'origine contrôlée. Nous avons l'obligation, pour que le lien au terroir soit garanti, de nourrir nos bêtes avec 80% de l'alimentation qui est produite sur la ferme. Les 200 hectares de la ferme sont exclusivement consacrés à l'alimentation de nos différents troupeaux. Nous faisons principalement de l'herbe. Alors de l'herbe, dans l'herbe, il y a différentes catégories, variétés d'herbes. Nous avons un assolement avec une bonne proportion de légumineuses. Environ dans la partie herbe, on a environ la moitié en luzerne, parce que c'est des plantes qui sont très résistantes à la sécheresse et c'est riche en protéines. Et c'est quelque chose dont on a besoin, qui est intéressant à produire et qui résiste bien au climat du sud Aveyron. Ensuite, l'autre partie, c'est de l'herbe dont on se sert majoritairement au pâturage. On en ensile une partie pour faire des stocks au printemps, puisqu'on a une pousse très intense en début de printemps. Et puis après, l'été est très sec ici. Donc ça nous permet de nous garantir un stock suffisant. Et le restant de l'herbe, on en fait du foin. Nous avons aussi la chance ici à Galamance de pouvoir irriguer. Et nous faisons 8 hectares de maïs en silage, ce qui nous garantit un stock en quantité et en qualité régulier d'une année sur l'autre. Une année comme celle-ci, qui est une sécheresse très dure, nous avons eu un stock de maïs de 20 à 30% inférieur à une année normale, alors que sur le foin, pour donner un comparatif, nous avons environ 50% de pertes. Donc c'est vraiment une assurance pour nous de pouvoir irriguer. Si on n'avait pas l'arrosage sur cette ferme, il y aurait soit 2 personnes en moins, soit 300 brebis en moins, voilà, environ. Et là, d'habitude, vous faites sortir vos brebis l'été. Vous les avez rentrées cet été? Ah oui, oui, on les a rentrées à quelle cet période été. On les a rentrées début juillet, on les a rentrées. Ce qui est extrêmement précoce, quoi. Voilà. Alors l'été, il y a toujours une période où on ne pâture pas parce que c'est tout brûlé. Enfin, c'est sec. Mais souvent, ce qu'il y a, c'est qu'on fait du pâturage après, plus tard, au mois de septembre, sur des regains, que ce qu'on n'a pas fait cette année. Très très peu. Et là encore, on a le troupeau viande qui pourrait pâturer, on n'a pas d'herbe, quoi. L'herbe, elle n'a pas repoussé. C'est très compliqué. Au niveau du cahier des charges de l'AOC, est-ce que vous avez eu des dérogations? Qu'est-ce qui a été décidé au niveau Roquefort? Il y a des dérogations. Après, j'ai pas en tête. Il y a eu des dérogations là, cette année, mais j'ai pas en tête les chiffres et je voudrais pas dire de bêtises. Mais on aura des dérogations pour pouvoir acheter de l'aliment à l'extérieur, ce que nous avons fait. Je pense qu'on y arrivera parce qu'on a notre stock de maïs qui nous fait un peu de tampon. On a acheté du foin, on a acheté beaucoup plus que les années précédentes, à des prix beaucoup plus importants que les années précédentes. Donc l'année va vraiment être très compliquée. Et puis là, l'automne, c'est la période où on ressème, on prépare la campagne suivante pour avoir de l'herbe pour l'année prochaine. Et pour l'instant, on a semé, mais il ne pleut pas, alors ça ne pousse pas. Voilà.
C'est une année compliquée pour vous, quoi. Très, ouais, très compliqué, très dur. On espère que ça va s'arranger, mais pour l'instant, on ne voit pas la pluie. Surtout que vous aviez capitalisé sur une année 2021 qui avait été quand même plutôt bonne au niveau des stocks. Exactement. Mais ça nous a bien aidé pour passer le cap de cet été, c'est-à-dire qu'on a mangé, les bêtes ont mangé le stock, le surplus de stock de l'année dernière, mais c'est pas suffisant, quoi. Et bon, on espère que le printemps prochain sera précoce et pluvieux pour avoir de l'herbe suffisante pour pouvoir sortir les bêtes de bonne heure et pour pas trop piocher dans la grange. Gilles est également un éleveur engagé. D'abord grâce au point de vente direct à la ferme, les acheteurs peuvent se rendre directement chez lui pour récupérer du roquefort à la pastourelle. Et ensuite, Gilles Bernat a également été élu référent du groupe de travail bien-être animal à Interbev, l'interprofession du bétail et des viandes, au sein du programme One Welfare, ou Un seul bien-être en français. Dans les deux cas, l'éleveur y voit un moyen de sortir des clichés sur l'agriculture en allant au contact des consommateurs et en travaillant sur des sujets sociétaux. Donc là, on vient de voir un point de vente. Vous faites aussi de la vente directe de roquefort. Oui. Et depuis quand? Alors on est coopérateur, on adhère à la coopérative La Pastourelle, qui est la seule coopérative du rayon de roquefort. Donc nous sommes quelques éleveurs à être propriétaires d'une cave, avoir le privilège d'être propriétaire d'une cave à roquefort. Et depuis une quinzaine d'années, nous avons créé la marque La Pastourelle, qui est le haut de gamme de la coopérative. Et dans cette démarche-là, depuis le début, à Galamance, on fait visiter la ferme et avec l'été majoritairement, parce que c'est en lien avec les villages de vacances et l'office de tourisme de Camarès, on fait visiter et on déguster notre fromage et on vend, on explique la démarche et on vend le fromage à la ferme. Et nous avons un petit point de vente où les gens peuvent venir. On a du stock en principe un peu tout le temps et donc les gens peuvent venir chercher notre roquefort. Le roquefort de notre coopérative, parce que c'est pas que le nôtre ici, c'est celui de la coopérative et des autres éleveurs. Voilà, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir le contact avec nos clients et un peu de montrer notre quotidien et de sortir des clichés qu'on entend à la télé ou ailleurs sur le métier d'agriculteur et sur les animaux, comment ça se passe. Donc vous n'êtes pas le premier et je pense pas le dernier des gens que je reçois à me dire que vous êtes un peu agacé de tous ces clichés que vous entendez à la télé sur les métiers de l'élevage. Il faut savoir que vous avez fait partie donc du programme One Welfare, c'est ça, chez Interbev. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi a consisté ce travail? Alors j'ai été pendant quelques années référent du groupe de travail bien-être animal, Interbev qui est l'interprofession bétail et viande qui regroupe tous les métiers en lien avec la viande, de l'élevage à l'abattoir en passant par les transporteurs, etc. Il y a les bouchers, il y a 14 familles différentes qui sont dans cette interprofession qui fait en sorte d'avoir des réflexions de filière sur tous les sujets possibles. Pendant la COP, juste après la COP 21 qu'il y a eu à Paris, on a mis en place une commission enjeux sociétaux qui regroupait 3 groupes de travail, un groupe de travail sur le bien-être animal, un groupe de travail sur l'environnement et un troisième sur la nutrition et la santé. Et en fait, c'était des groupes de travail transversaux, donc toute production confondue, où on réfléchissait sur les thèmes qui nous étaient attribués, mais quelle que soit l'espèce. Et un des sujets qui a émergé à la fin de mon mandat et un des travaux qu'on a menés avec d'autres fédérations nationales, en particulier la coopération agricole, c'est le One Welfare, c'est-à-dire que le bien-être, déjà le terme bien-être n'est pas adapté à l'animal, puisque le bien-être c'est pour les humains, normalement on dit la bientraitance animale. Et donc le bien-être, ou plutôt la bientraitance animale, elle est aussi liée, c'est un ensemble de choses qui est lié à
à la façon dont est l'éleveur, c'est-à-dire que souvent les problèmes qu'on a vus qui sont condamnables dans les élevages sont liés à des situations d'éleveurs en crise, c'est-à-dire soit des gens qui sont en dette financière, endettés ou surendettés, des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes relationnels avec d'autres qui font que en fait, ils délaissent leur métier. Et la chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, ce qui est important dans le One Welfare, c'est de remettre un peu d'humain dans la discussion et de faire prendre un pas de recul à tout le monde pour voir que les cas qu'on a vus et qui ont été montrés du doigt à la télé sont des exceptions et que l'agriculture française, le modèle de l'agriculture française et de l'élevage français n'a pas à rougir sur ces sujets-là, et nous avons des cadres différents. Donc il y a le premier cadre, c'est un cadre réglementaire où la réglementation est appliquée dans les fermes, parce que si on n'applique pas la réglementation, on n'a pas droit aux primes. Donc ça, c'est la première entrée. Ensuite, nous avons des signes officiels de qualité, entre autres l'AOC, le label rouge. AOC que nous sommes éleveurs de Roquefort dans l'AOC. Dans les critères de l'AOC, il y a des critères en lien avec le bien-être animal. Je vous ai parlé tout à l'heure de la densité dans la bergerie. C'est un critère de bien-être animal. Je vous ai parlé de l'eau, c'est un critère de bien-être animal. Je vous ai parlé de la paille. En fait, il y a tout un tas de critères qui sont en lien avec la qualité du produit, qui sont du bien-être animal, ou de ce qu'on appelle actuellement le bien-être animal. Et il est très important pour les éleveurs de se ressaisir de ces sujets-là pour ne pas être dans une position culpabilisée, parce qu'on les culpabilise de faire leur métier, qu'ils font dans la très grande majorité très bien. Très bien. Et c'est le discours, il est valable dans les élevages, il est valable pour les salariés des abattoirs, il est valable pour les gens qui transportent les bêtes, les marchands de bestiaux, les transporteurs, les chauffeurs de camions. Tout ça, en fait, c'est une réflexion de filière, et c'est l'intérêt de ce groupe de travail et de l'approche One Welfare, c'est d'avoir une approche multidimensionnelle avec les différents acteurs qui viennent sur les fermes. Il y a une ferme, c'est un ou des agriculteurs. Ici, nous sommes 3 à travailler, mais nous avons autour de nous des techniciens qui viennent nous conseiller, nous aider. On a des fournisseurs et des gens avec qui on s'interconnecte, on s'enrichit, et ça nous permet d'être bien connectés avec notre société, notre monde, et on est bien au courant de ce qui se passe. Voilà. D'ailleurs, plus que beaucoup de gens, vu que vous le vivez au quotidien, c'est votre métier, c'est votre vie. C'est un peu difficile, difficile à accepter quand on vient de nous expliquer comment faire notre métier, quand c'est des personnes qui n'ont jamais vu, pour nous, dans notre cas, qui n'ont jamais vu un agneau et qui viennent nous expliquer comment il faut qu'on fasse avec un agneau. C'est des choses qui sont vraiment pas difficiles à accepter, quoi. Et bon, il y a des choses qui sont des vidéos qu'on a vues de choses qui sont inacceptables, et de là en faire une généralité, c'est juste insupportable. Moi, ce que vous dites me donne une piste de réflexion. Il y a un sujet qui est très tabou, c'est aussi le suicide des agriculteurs. Est-ce que vous ne trouvez pas terrible qu'on donne parfois plus d'importance à un sujet comme le bien-être animal, qui est, je pense que vous le prouvez tous les jours, un sujet important, mais qu'on n'entend jamais parler du bien-être de l'éleveur, quoi. Ben, c'est un peu l'axe principal du One Welfare. C'est qu'il y a, alors j'ai plus le chiffre précis en tête, mais c'est un agriculteur qui se suicide tous les 3 jours, quelque chose comme ça. C'est quelque chose sur lequel Interbev et les fédérations nationales, comme la coopération agricole, sont mobilisées, voire fortement mobilisées, en lien avec la MSA. Il y a des réseaux, il me semble que le nom c'est le réseau Sentinelle, pour aider les agriculteurs qui sont en situation difficile. C'est très difficile à faire, c'est-à-dire que souvent l'agriculteur a du mal à faire le premier pas. Donc il faut que ça soit une veille des techniciens. Il y a des formations des techniciens qui viennent en élevage pour sentir quand l'éleveur est sous pression, et avant qu'il fasse des bêtises, faire de la prévention. Et c'est vrai que c'est assez enfin, c'est un métier où on est... l'alimentation, c'est quelque chose qui touche tout le monde personnellement,
puisque en fait on fait attention à ce qu'on introduit dans notre corps. Et du coup, on est très pressurisé par différents, comment on peut dire, différents aspects de la société, à savoir on est au cœur des enjeux d'environnement, on est au cœur des enjeux de l'alimentation, on est au cœur des enjeux de société, parce qu'aussi dans une région comme la nôtre, s'il n'y avait pas le Roquefort, il n'y aurait pas d'agriculteurs. S'il n'y avait pas d'agriculteurs, il y aurait la moitié enfin pas d'éleveurs, il y aurait la moitié des agriculteurs qu'il y a actuellement, à peu près. Et donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a plus de gamins dans les écoles. S'il n'y a plus de gamins dans les écoles, il n'y a plus de commerce. C'est la vie qui s'arrête. Donc avoir un discours trop contre l'élevage et de démonter le bien fondé de l'élevage dans des zones comme les nôtres où en gros on ne peut pas faire autre chose, ben, ça veut dire qu'on va dépeupler encore plus des milieux ruraux, des zones rurales comme les nôtres.